tous, c'est Maureen et j'espère que vous allez bien. Pour cette première vidéo de l'année 2019, je reviens sans surprise avec le bilan lecture de l'année 2018. Sur le blog, si ça vous intéresse, vous trouverez un article très détaillé qui revient sur toutes mes lectures de cette année 2018. Alors selon mes calculs, j'ai lu 388 livres en 2018. C'est un chiffre énorme, mais si on y regarde de plus près, il y a dans ces 388 livres plus de 300 titres qui correspondent à des titres graphiques. Quand je dis titres graphiques, ce sont des BD, des romans graphiques, des mangas et aussi et surtout des albums pour la jeunesse. Aujourd'hui, je voudrais laisser de côté tous les titres graphiques et me concentrer sur les 68 romans et documentaires essais que j'ai pu lire en 2018. Sur ces 68 titres, il y en a quelques-uns qui ont été de très belles lectures et je vous propose de vous parler de mes 10 meilleures lectures dans ces domaines. Si vous me suivez depuis un petit moment, depuis l'année 2018, vous n'aurez pas beaucoup de surprises puisque tous les livres que je vais vous présenter, je vous en ai déjà parlé dans d'anciennes vidéos au fil de l'année. Je ne vais donc pas m'appesantir trop longtemps sur chaque titre, ça ne sert à rien, ce serait vraiment des redites. Et si jamais vous tombez sur ma chaîne grâce à cette vidéo bilan et que vous avez envie d'en savoir plus sur un des titres que je vais vous présenter aujourd'hui, je vous invite à aller voir mes vidéos précédentes ou à les lire si vous le préférez, les articles, les chroniques qui correspondent sur le blog. J'arrête là pour le blabla et c'est parti. Je vous présente les 8 romans et les 2 documentaires que j'ai préférés pendant l'année 2018. Retour à Kilibex de Serge Chalandon, publié aux éditions Grasset, a été une des plus belles lectures du premier trimestre 2018. C'est le 2e tome de l'histoire que l'on avait déjà pu découvrir en partie dans Mon Traître du même auteur, mais on va approfondir les choses, entrer un peu plus dans le vif du sujet. Tout ça grâce au changement de point de vue. Dans Mon Traître, nous avions le point de vue de l'ami français. Ici, dans Retour à Kilibex, nous avons le point de vue du combattant irlandais des premières années de sa vie à la révélation de sa traîtrise. Mon Traître et Retour à Kilibex, c'est une duologie qui parle effectivement du conflit nord-irlandais, ça se passe en Irlande du Nord, dans la deuxième moitié du XXe siècle surtout. Ça parle donc d'un combat pour une patrie, un pays, mais ça parle aussi et surtout d'amitié et c'est hyper émouvant. Maintenant que tout est découvert, ils vont parler à ma place. Lyra, les Britanniques, ma famille, mes proches, des journalistes que je n'ai même jamais rencontrés. Certains oseront vous expliquer pourquoi et comment j'en suis venue à trahir. Des livres seront peut-être écrits sur moi et j'enrage. N'écoutez rien de ce qu'ils prétendront. Ne vous fiez pas à mes ennemis, encore moins à mes amis. Détournez-vous de ceux qui diront m'avoir connu. Personne n'a jamais été dans mon ventre, personne. Si je parle aujourd'hui, c'est parce que je suis le seul à pouvoir dire la vérité. Parce qu'après moi, j'espère le silence. Kilibex, le 24 décembre 2006, Tyrone Meehan. On reste en Irlande, mais cette fois au début du 19e siècle, en tout cas dans la première moitié du 19e siècle, avec Dans la vallée de Anna Kent aux éditions Les Presses de la Cité. Ici, pas de conflit nord-irlandais, mais plutôt des superstitions dans la campagne reculée, dans la campagne profonde irlandaise. C'est un drame sur fond de féerie qui se déroule sous nos yeux. C'est très prenant, très émouvant, à la frontière entre l'historique, le drame et un petit peu de merveilleux. Les bonnes gens deviennent fourbes quand ils ne sont pas joyeux. Ils agissent comme bon leur semble, parce qu'ils ne servent ni Dieu ni diable, et que personne ne peut leur garantir une place au paradis ou en enfer. Ils ne sont ni assez bons pour le salut, ni assez mauvais pour la damnation. Vous êtes en train de me dire que les bonnes gens sont sortis, c'est ça? Ils sont là depuis toujours, aussi vieux que l'océan. Pas d'Irlande pour le 3e livre que je veux vous présenter, mais également des paysages sauvages. Cette fois, l'Ouest américain, avec Wild de Cheryl Strayed aux éditions 10-18. C'est un récit de vie plus ou moins romancé, mais quand même avec une base solide autobiographique. Donc c'est une jeune femme qui est paumée, qui ne sait pas ce qu'elle va faire de sa vie, qui ne sait rien, qui est à un moment charnière justement de sa vie. Elle décide d'acheter un sac à dos, du matériel de randonnée qu'elle ne sait pas utiliser, elle n'a jamais randonné de sa vie, elle n'est pas du tout sportive, et elle part seule sur le chemin des crêtes du Pacifique.
Et c'est parti pour 1700 km de solitude, d'efforts et de danger. C'est une histoire qui a beaucoup résonné en moi au mois de mai quand je l'ai lu, puisque je l'ai lu en plus au moment où j'étais en voyage solo en Irlande. Alors aucune comparaison possible entre nos deux voyages et entre la difficulté de nos deux voyages, ça c'est sûr. Mais quand même, je me suis beaucoup reconnue dans les réflexions et dans les ressentis de cette jeune femme. Donc ça m'a beaucoup émue et ça m'a donné envie de partir encore plus loin, de me dépasser encore plus. Je pense que Wild va faire partie de ces livres qui auront marqué un tournant dans ma vie de lectrice, mais dans ma vie tout court. Les arbres étaient hauts, mais je me trouvais encore plus haute qu'eux, accrochée au flanc d'une montagne du nord de la Californie. Quelques instants plus tôt, j'avais retiré mes chaussures de randonnée, et la gauche avait été propulsée dans le précipice par mon énorme sac à dos qui venait de se renverser. Elle avait dévalé le chemin caillouteux, rebondi sur un surplomb à quelques mètres en contrebas, puis disparu sous le feuillage. Impossible de la récupérer. J'avais poussé un cri incrédule. J'avais beau vivre dans la nature depuis 38 jours et savoir qu'il pouvait se passer n'importe quoi, le choc restait difficile à encaisser. Alors là, rien à voir avec l'Irlande ou avec la littérature de voyage, mais c'est lié à une autre de mes passions, à une autre de mes grandes amours, puisque c'est lié au mouvement pré-raphaélite, mouvement artistique que j'adore, mon mouvement artistique préféré je pense. Il s'agit de Automne de Philippe Delerme aux éditions Folio. L'action se situe en Angleterre dans la deuxième moitié du 19e siècle, au sein donc de cette confrérie pré-raphaélite. On va suivre deux membres de cette confrérie, l'un des membres fondateurs qui est Dante Gabriel Rossetti et sa muse Elisabeth Siddal, surnommée Lizzie. C'est donc un roman qui est basé sur des faits historiques réels, même si c'est très romancé. C'est un titre qui m'a énormément plu parce qu'il prend place dans un contexte qui me parle beaucoup, mais aussi parce qu'il développe beaucoup certaines des idéologies du pré-raphaélisme, notamment le rapport à l'amour et la recherche de beauté, la quête spirituelle qui va avec. 7 octobre 1869. L'automne est descendu sur le parc de Cheyne Walk. Les arbres ne sont plus des arbres. Infini dégradé de tous les ors, de tous les roux, de tous les flamboiements secrets gagnés par l'ombre et le poids du passé. Comme la toile peinte d'un décor de théâtre, ils se confondent avec la fin du jour. Octobre, le mot est doux à boire et triste comme un vin de mort, si riche encore du parfum de la vie. Feuilles d'ambre de Cheyne Walk, rousseur de chevelure immense déployée sur le pavois du souvenir. Femme le parc, femme les feuilles de papier, femme la terre et l'odeur douce amère après la pluie, femme la mémoire. Dans la demi-pénombre, un pan au bleu soyeux de Moyen-Âge s'éloigne au long de l'allée silencieuse. Alors on revient en Irlande, mais cette fois pour un texte un petit peu plus jeunesse. Je vous présente Pendant la famine en Irlande, journal de Phyllis McCormack 1845-1847. C'est écrit par Carol Drinkwater aux éditions Gallimard Jeunesse, collection Mon Histoire. Il s'agit d'une petite collection d'ouvrages qui revient sur des faits historiques dramatiques. Et ces faits historiques réels sont racontés à travers les yeux d'enfants, d'adolescents, sous la forme de journaux intimes. Donc ici on va suivre une adolescente, Phyllis McCormack, qui a 13 ou 14 ans au moment de cette famine, 1845-1847. Elle va vivre donc de plein fouet cette famine irlandaise. Elle va vivre ça de l'intérieur et elle va nous l'expliquer à travers ces mots parfois naïfs. Je trouve ce format très intéressant, à la fois très pertinent, très documenté et en même temps abordable pour les plus jeunes lecteurs, mais je vous invite, même si vous êtes adulte, à découvrir certains titres de cette collection, ceux qui vous intéressent le plus, parce que je pense que on gagne tous à se renseigner sur des faits historiques réels qu'on a parfois oubliés, mais les vivre de l'intérieur à travers des journaux intimes, ça les rend encore plus forts, encore plus intenses, encore plus émouvants. 10 mai 1845. Seigneur, si c'est pas magnifique, un livre plein de pages blanches et toutes ces pages pour moi. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire, 14 ans. Alors mon grand frère Patrick m'a donné ce livre pour écrire dedans. Comme ça, Philly, il m'a dit, tu pourras garder tes pensées comme un trésor, mettre de côté tes rêves et tes secrets et bâtir avec ça un monde où tu pourras vagabonder librement chaque fois que tu voudras. Pour le moment, je ne vous ai présenté que des titres de littérature contemporaine, historique, voire jeunesse, mais vous vous doutez bien que j'ai quand même lu de très belles choses dans le genre imaginaire, puisque c'est quand même un genre que j'apprécie beaucoup, même si au fil des années c'est un genre dont je m'éloigne un petit peu.
J'y reviens toujours parce que ça a quand même ma préférence et que je fais de très très belles lectures dans ce genre-là. Mais c'est vrai que ces derniers temps, et ça a été surtout le cas en 2018, j'ai besoin de lire autre chose que l'imaginaire. Mais bref, j'ai quand même fait 3 très belles lectures dans ce genre et je vous présente ça tout de suite. Alors sans surprise, le livre que j'ai certainement préféré en imaginaire cette année, c'est le premier tome des Sœurs Carmine de Ariel Holz. C'est aux éditions Nemos, collection Naos. C'est de la fantaisie urbaine dans laquelle on va suivre 3 sœurs, les sœurs Carmine, d'où le titre. Et dans ce premier tome, on va suivre une sœur en particulier, celle du milieu, Mérivert, Méry, qui a 17 ans, il me semble, et Méry est une monte en l'air. C'est-à-dire qu'elle profite de l'obscurité des nuits pour aller cambrioler les riches maisons en passant par les toits. Sauf que Méry n'est pas une monte en l'air très douée et ne rapporte jamais rien de très intéressant à la maison. Un jour, un de ses cambriolages tourne mal, elle va voler une cuillère en argent qui a priori n'a aucune valeur, sauf que si, elle a une très très grande valeur et autour de cette cuillère en argent il y a un énorme complot, d'où le sous-titre Le complot des corbeaux. C'est très dynamique, il y a un très très bon rythme, on ne s'ennuie pas une seconde, les personnages sont très charismatiques et donc très accrocheurs, très marquants, on s'attache beaucoup à eux. L'oiseau matinal attrape le ver, ou parfois un poignard en plein plumage. Ce corbeau-là aurait mieux fait de rester couché. La lame d'argent lui cloua le bec, abrégeant ses arrières rauques au point du jour. Ses congénères affolés s'égayèrent dans le ciel de grisaille, un tourment de nuages qui ne se dispersait jamais et donnait à la ville son nom. Il ne resta du volatile qu'une trouée au cœur de la brume. À grisaille, de la brume, il y en avait partout. Parmi les ruelles scabreuses, à travers les allées malsaines, au fin fond des apasses, au pied des gargouilles, devant les vitraux des cathédrales, sous les lampes à gaz, entre les pavés toujours humides de pluie ou de sang, partout. Autre très belle lecture en imaginaire, et là c'est un peu la grosse surprise pour moi parce que je ne m'attendais pas du tout à aimer ce titre qui a eu un gros succès il y a quelque temps maintenant. Je m'attendais à lire une énième histoire du genre, sans originalité, sans grand intérêt, et sincèrement je n'attendais rien de cette lecture. Et en fait j'ai été très très agréablement surprise, au point de mettre quand même ce livre dans mon top 10 des lectures de l'année 2018. Il s'agit du premier tome de Un palais d'épines et de roses de Sarah J. Maas, et moi j'ai l'édition France Loisirs. Il s'agit d'une réécriture merveilleuse du conte que l'on connaît tous, La Belle et la Bête. J'ai trouvé cette réécriture vraiment très bien trouvée, et en fait complètement évidente, mais j'y avais jamais pensé avant. Puisqu'on passe quand même d'un conte de fées typique du XVIIe, XVIIIe siècle que l'on transpose de l'autre côté du voile en féerie. Cet aspect réécriture avec tout le folklore féerique avec un bagage un petit peu celtique m'a beaucoup plu. J'ai trouvé ça très intelligent, très bien fait. Il y a même un petit côté païen là-dedans. Il y a certaines scènes qui sont largement inspirées de paganisme, on peut pas dire autre chose. Notamment une scène de mariage sacré entre le grand cerf et la grande déesse. On peut pas faire plus celtique que ça, je pense. C'est une scène qui possède une très très forte symbolique celtique que l'on retrouve notamment dans Les Dames du Lac de Marion Zimmer Bradley. Bref, un mélange d'éléments qui proviennent du merveilleux du folklore celtique, de la mythologie celtique, qui m'a beaucoup plu. Et c'est ce que je retiens vraiment de cette lecture, qui m'a vraiment beaucoup surprise. La forêt n'était plus qu'un labyrinthe de neige et de glace. Depuis une heure que je scrutais les fourrés, j'avais fini par comprendre que l'affût sur une branche d'arbre n'était pas efficace. Les rafales de vent effaçaient certes mes traces, mais aussi celles de proies éventuelles. Poussée par la faim, je m'étais aventurée plus loin de chez moi que je ne l'osais d'habitude, mais l'hiver était l'époque la plus dure pour la chasse. La plupart des animaux s'étaient trop profondément enfoncés dans les bois pour que je puisse les suivre. J'avais espéré que le maigre produit de mes chasses précédentes nous permettrait de tenir jusqu'au printemps, mais je m'étais trompée. Je termine mon top imaginaire et mon top 8 de romans par 2 tomes en fait. Les 2 premiers tomes de Dark Angel, c'est une sorte de novélisation qui a été écrite par Max Allan Collins aux éditions Fleuve Noir. Alors si vous n'êtes pas trop jeune, vous avez peut-être vu passer la série Dark Angel au début des années 2000 sur M6. Moi c'est une série que j'adore, c'est une de mes séries télé préférées, qui m'a beaucoup marquée. Quand je l'ai regardée la première fois, j'avais 13 ou 14 ans. Et l'héroïne, incarnée par Jessica Alba, l'héroïne qui s'appelle Max, a eu une très très très
très forte influence sur l'adolescente que j'étais et sur la femme que je suis devenue. Ça a vraiment été un modèle pour moi et voilà, j'ai grandi, j'ai évolué avec ce personnage féminin. Malheureusement, cette série qui était excellente à tout point de vue a été arrêtée au bout de 2 saisons, a priori pour des raisons financières. Elle coûtait trop cher en effets spéciaux. Je pense aussi qu'elle était un petit peu trop en avance sur son temps et que vraiment si elle ressortait maintenant, elle aurait un succès monstre puisqu'elle aborde des thématiques très actuelles, très intéressantes. C'est assez amusant parce que l'action de cette série prend place en 2019. Donc voilà, nous sommes en 2019 et je trouve que sur beaucoup de points, James Cameron, le réalisateur ou producteur, je ne sais plus, avait été assez visionnaire quand même. On suit l'évolution du génie génétique, on va suivre des enfants qui ont été créés en laboratoire pour servir l'armée américaine, des enfants qui sont reconnaissaient par le code barre qu'ils ont tatoué dans le cou et qui ont été endoctrinés, hein. Ils n'ont pas une vie très heureuse ces enfants, mais il y en a 12 d'entre eux qui vont s'enfuir alors qu'ils ont 9 ans. Bref, la série s'est arrêtée un peu du jour au lendemain, au bout de 2 saisons, et elle a laissé les fans avec beaucoup de questions qui étaient sans réponse. Heureusement, 3 romans ont été écrits. Le premier, qui s'appelle Avant l'aube, est un roman qui prend place avant la série. C'est une sorte de préquel qui nous explique l'enfance de Max, l'héroïne, Jessica Alba, à la télé, de son évasion de Manticore, du laboratoire, à ses premières années à Seattle. Voilà, on nous explique comment elle est arrivée à Seattle, on nous explique pourquoi elle est où elle est au moment du premier épisode de la série. Le deuxième tome que j'ai lu donc, lui prend place directement à la fin de la saison 2. Vraiment, en fait, dans les premières pages, on revoit le dernier épisode de la saison 2 et puis on voit ce qui se passe ensuite. Le troisième tome que je n'ai pas encore lu est une suite directe de ce deuxième tome et propose a priori quand même pas mal de réponses aux questions laissées par la série. Je le mets dans ce top de mes lectures 2018, pas forcément pour l'écriture. Clairement, c'est pas de la grande littérature, ça c'est clair. Si je compare à Dans la vallée de Hannah Kent ou au Chalandon par exemple, ou au Philippe Delerme, qui sont vraiment des livres qui sont extrêmement bien écrits avec beaucoup de poésie, là non. C'est pas du tout de la même qualité, mais si je le mets dans ce top, c'est parce que la série a eu un tel impact sur moi, j'ai eu énormément de mal et même beaucoup de chagrin à quitter la série sans avoir de réponse à mes questions, sans savoir ce que devenaient les héros que j'adorais. Et là, pouvoir me replonger 17-18 ans plus tard dans l'univers et retrouver les personnages, et bah ça a été un super cadeau. Ça a été une lecture doudou. Ça m'a fait vraiment du bien de retrouver les personnages et de découvrir un peu plus de leur vie, de découvrir un peu plus de leur personnalité, d'avoir un peu plus de l'univers, de ce génial univers que j'adorais à la télé, pouvoir voilà, en avoir un peu plus à l'écrit, c'était génial. Parfois, quand Max y repensait, c'était comme si elle se remémorait un rêve particulièrement vivace. D'autres fois, ses souvenirs lui semblaient lointains et détachés d'elle, comme les éléments d'une histoire qu'elle avait entendue, le récit d'une aventure arrivée à quelqu'un d'autre, ou peut-être une de ces émissions télévisées qu'elle regardait quand elle vivait avec les Barrett. Mais dans ces moments de lucidité, elle avait conscience que ce n'était rien de tout ça. Même si son mécanisme de censure interne tentait d'occulter la douleur, Max savait qu'elle avait vécu tout ce dont elle se rappelait. Et si elle se voyait en quelque sorte de l'extérieur, comme un témoin impartial, elle avait conscience que ces événements s'étaient réellement produits. Cette expérience faisait partie d'elle autant que le code barre tatoué sur sa nuque. Les gens normaux n'étaient pas marqués de cette façon, comme de vulgaires boîtes de conserve ou les paquets qu'elle livrait en faisant son job de coursier. Cette vie ordinaire, au cœur de laquelle elle se dissimulait. Certains considéraient Max comme quelqu'un de froid, mais derrière son regard indéchiffrable, elle éprouvait encore des émotions. Un flot de sentiments qu'elle n'était pas censée avoir. L'humanité que Manticore avait tenté de supprimer de sa personnalité, de leur personnalité à tous. Fermant les yeux, Max laissa le film se dérouler de nouveau derrière ses paupières closes. Pour terminer cette vidéo vous présentant mes meilleures lectures de l'année 2018, je voudrais revenir sur les 2 documentaires qui ont eu le plus d'impact sur moi pendant cette année 2018. J'ai lu une vingtaine de documentaires au cours des 12 derniers mois,
ce qui fait environ 2 documentaires par mois. Je voudrais commencer par ma lecture de Sapiens de Yuval Noah Harari. J'espère que je dis pas de bêtises. L'auteur qui est enseignant à la base et spécialiste du sujet et spécialiste de l'histoire de l'humanité. Donc dans son livre, il va nous raconter cette histoire de l'humanité, de l'apparition de l'homme, de l'Homo sapiens, au début du XXIe siècle. Et il va revenir sur les différentes révolutions qu'a connues l'Homo sapiens. La révolution agricole, la révolution scientifique, la révolution religieuse, etc. C'est assez passionnant parce que ça remet plein de choses en question, en les remettant dans leur contexte, dans ce contexte global. On n'est pas sur un aspect en détail, sur un pays et sur un moment de l'histoire. Non, on voit les choses dans leur ensemble et justement en voyant ça dans la globalité, on peut vraiment voir l'évolution. C'est cette lecture qui m'a fait prendre conscience de plein de choses, dans ma consommation notamment, dans ma façon de vivre, qui m'a donné envie de changer des choses dans mon quotidien, qui m'a fait réfléchir sur plein de choses qui me paraissent normales, qui me paraissent acquises et qui ne le sont pas. Voilà, donc je pense que c'est une lecture d'utilité publique, que la plupart des gens devraient lire ce livre. Et a priori c'est plutôt chose faite parce qu'il a fait partie des très très gros best-sellers de ces dernières années en France, mais dans d'autres pays du monde. Il a été beaucoup traduit dans des dizaines de langues. Donc voilà, c'est très très bien et je trouve qu'il y a une vraie prise de conscience à faire grâce à cette lecture. Et l'autre documentaire que je voudrais vous présenter, que je vous ai présenté il n'y a pas très très longtemps, c'est Âme de sorcière ou la magie du féminin de Odile Chabriac aux éditions Solar. C'est entre l'essai et le développement personnel. Et d'ailleurs j'ai préféré la partie essai à la partie développement personnel. Je vous en ai déjà parlé dans la vidéo dans laquelle je vous ai fait un petit update lecture. Ça revient de façon anthropologique, historique, sociologique, etc. sur la thématique de la sorcière, sur cette figure de la sorcière qui est une figure féministe entre toutes. Et dans la partie développement personnel, qui est la partie finale de ce texte, on revient sur des petites leçons entre guillemets à suivre plus ou moins au quotidien si vous le souhaitez. Si la figure de la sorcière est une thématique qui vous intéresse, je vous invite à commencer par ce texte et ensuite peut-être à aller voir plus loin, notamment avec l'essai écrit par Mona Chollet qui s'appelle Sorcière, que j'ai dans ma bibliothèque mais que je n'ai pas encore eu le temps de lire. En tout cas, Mona Chollet, j'ai déjà eu l'occasion d'écouter ce qu'elle avait à nous dire, notamment dans un des podcasts qui a été tourné par la série La Poudre. Par la série, c'est pas vraiment ça, mais voilà, par les podcasts de La Poudre, que je ne peux que vous conseiller également. Longtemps persécutées, moquées, salies, les sorcières reviennent aujourd'hui, et ce qu'elles ont à nous apprendre peut réellement changer nos vies. Occupant une place réelle et reconnue dans la vie moyenâgeuse, symbole subversif de la révolte féministe des années 70, les voici à nouveau de retour, prêtes à questionner nos choix, notre rapport au monde, à la liberté, à la nature, notre lien à notre corps, à la féminité, à la sexualité, mais aussi à la propriété, à la rationalité. Elles ne sont pas là pour être aimées, elles sont là pour interroger, pour affirmer, pour rire, pour vivre et pour jouir. Dire oui lorsqu'elles ont envie et non quand elles le pensent aussi. Insoumises, dérangeantes, incandescentes, loin du folklore et des clichés, elles sont porteuses d'un savoir riche et multiple de ceux dont on fait les tabous car ils dérangent et bousculent tout. Pourquoi les a-t-on massacrées? Pourquoi a-t-on cherché à les oublier? Car elles ont osé, en leur temps, défier l'autorité, masculine en particulier, l'Église, les structures en place, la science, mais aussi l'idée même de propriété. Dans la période que nous traversons, marquée par la crise du capitalisme et le naufrage écologique, les sorcières me semblent plus que jamais d'actualité. Se réapproprier leur histoire, leur savoir, leur pouvoir, c'est autoriser chacune d'entre nous à retrouver sa puissance, voire sa dangerosité, en faisant une digne héritière de ces guérisseuses d'antan. C'est ouvrir de nouveaux possibles, politiques, artistiques, écologiques, philosophiques, humains surtout. C'est oser se revendiquer différente, puissante et néanmoins bienfaisante. Voilà pour mes meilleures lectures de l'année 2018. Je ne sais pas trop à quoi ressemblera l'année 2019 en termes de lecture. Je vais très certainement continuer à lire des documentaires, des essais sur des sujets divers et variés parce que je continue à être curieuse. Je vais très certainement également lire de plus en plus de littérature de voyage, de littérature
contemporaine, notamment de la littérature étrangère, parce que c'est ce qui m'intéresse le plus. La littérature irlandaise, vous l'avez vu, c'est ce que j'ai lu beaucoup cette année 2018 et ce que j'ai envie de lire encore plus en 2019, mais aussi la littérature peut-être américaine qui parle de grands espaces, de la littérature nature writing comme on appelle, parce que ça me ressemble, ça me parle, parce que c'est quelque chose dont j'ai envie en ce moment, dont j'ai besoin. Parce que cette année, 2019, ce sera encore une année pendant laquelle j'ai envie de voyager. Là, depuis quelques jours, je sais pas si ça sera possible, mais j'ai envie de prévoir des voyages, j'ai envie d'en prévoir 2. Je ne vous en dis pas plus parce que je ne sais pas si ça sera possible et c'est pas encore fait. Mais évidemment, quand ce sera plus certain, quand ce sera plus proche, je vous donnerai des détails sur ces 2 voyages que je compte effectuer pendant l'année 2019, au printemps 2019 plus précisément. J'espère que votre année 2018 a été enrichissante en termes de lecture, mais également dans votre vie privée, dans votre vie professionnelle. Et je vous souhaite la même chose, et même mieux, en 2019. Je vous remercie d'être de plus en plus présent et je vous remercie pour votre soutien plus ou moins quotidien. Je vous souhaite le meilleur pour 2019, surtout prenez soin de vous et à bientôt.